Il s'est éloigné de moi et j'ai écouté alors qu'il commençait à la secouer violemment. Elle n'a pas pu continuer à agir et elle a crié de douleur. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir un œil pour voir ce qui se passait. Cet homme était grand et lourd, et j'ai eu peur quand je l'ai vu l'emporter. C'était juste une petite femme sale et échevelée, et elle avait l'air d'être là depuis un certain temps. L'homme me tournait le dos alors qu'il l'amenait dans la salle de bain. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a prononcé 2 mots. « Sortez !» La porte s'est refermée derrière eux et l'entendre le supplier de ne pas lui faire de mal m'a donné envie de pleurer. De la musique forte a commencé à jouer derrière la porte et je savais que si jamais j'avais une chance de m'échapper, ce serait à ce moment-là. J'ai pu me lever en m'appuyant le dos contre le mur et en me glissant vers le haut. Une fois debout, je me dirigeais tranquillement vers la porte. Il n'y avait qu'une seule serrure et j'avais une chance de l'ouvrir et de courir pour sauver ma vie. Je n'étais pas sûr que l'homme puisse entendre la porte s'ouvrir, mais s'il le pouvait, je devais agir vite. J'ai tenu le verrou entre mes dents et je l'ai tourné jusqu'à ce que j'entende un clic. Je me suis retourné et j'ai attrapé la poignée avec ma main toujours attachée derrière mon dos. La poignée tourna et la porte s'ouvrit. La musique dans la salle de bain s'est soudainement arrêtée, et j'ai su à ce moment-là que je devais courir. La porte de la salle de bain s'est ouverte et l'homme s'est mis à crier. J'ai sprinté dans le couloir et j'ai réussi à me glisser dans un ascenseur. Il y avait des gens à l'intérieur qui me regardaient avec de grands yeux. Je les suppliais d'aller chercher de l'aide, d'appeler la police, mais aucun d'entre eux ne comprenait ce que je disais. L'ascenseur s'est arrêté dans le hall et je me suis précipité vers la réception. Heureusement, il y avait quelqu'un là-bas qui comprenait ce que je disais. Ils ont réussi à me détacher des liens autour de mes poignets et à me placer dans l'un des bureaux à l'arrière, où j'ai attendu 20 minutes l'arrivée des autorités locales. J'ai été interrogé par quelques agents qui ont eu du mal à me comprendre. Je les ai conduits jusqu'à la pièce où j'étais détenu, et lorsqu'ils ont ouvert la porte et fouillé la pièce, l'homme et cette femme avaient disparu. À ce moment-là, j'ai eu le cœur brisé, mais pas pour moi. Je voulais désespérément l'aider. Elle avait tellement peur et avait l'air si brisée. Je pensais vraiment qu'elle serait toujours là-dedans et que je pourrais peut-être l'aider. Ils ont trouvé mon sac à dos dans l'un des tiroirs et m'ont dit en gros que je pouvais simplement partir. Aucune enquête n'allait être menée, étant donné que je suppose qu'il n'y avait aucune preuve. L'hôtel n'avait pas de caméra de sécurité, et ils ne pouvaient pas méconnaître ma parole. Je me suis dirigé directement de mon hôtel à l'aéroport, et j'ai pris le prochain vol pour rentrer chez moi. Je ne voulais pas passer une nuit de plus dans ce pays. Je suis rentré à la maison et j'ai décidé de rester avec mes parents pendant un certain temps. J'ai abandonné mon appartement et j'ai passé plus d'1 an, trop terrifié pour même quitter la maison. Je n'arrivais même pas à dormir car chaque fois que je fermais les yeux, je pensais à cette femme. J'ai essayé de m'adresser aux autorités de mon pays, mais elles m'ont aussi dit qu'elles ne pouvaient vraiment rien faire et je me sentais impuissante. J'aimerais pouvoir dire à la fin que ma vie s'est améliorée et que j'ai appris quelque chose de cette expérience, mais ce serait un mensonge. J'avais une anxiété paralysante et je peux à peine fonctionner en dehors de la maison. Je n'ai recommencé à faire mes courses que l'année dernière. J'ai 28 ans maintenant et je vis toujours avec mes parents. Je travaille à domicile faisant un travail qui ne nécessite aucune interaction humaine. J'aurais dû garder ce travail, avoir une vie ennuyeuse. Tout serait mieux que l'enfer que je vis actuellement. Je me souviens que c'était une sorte de nuit froide en octobre. La journée avait été longue et j'étais épuisé par un trajet de travail qui m'avait fait conduire pendant des heures. Maintenant, pour le contexte, j'étais un homme un peu plus petit et je me suis toujours considéré comme une sorte de pessimiste. J'ai décidé de m'arrêter dans ce qui semblait être un hôtel banal situé juste à la sortie de l'autoroute. C'était l'un de ces endroits où les personnes en voyage pouvaient séjourner sans avoir à se rendre dans une grande ville pour dormir quelques heures. L'hôtel avait l'air d'avoir connu des jours meilleurs. Le panneau extérieur indiquait « vacant » et je n'avais pas besoin de me demander pourquoi. Le parking était pratiquement vide, à l'exception de quelques batteurs rouillés. J'ai garé ma propre voiture et me suis dirigé vers le hall. À l'intérieur, j'ai été accueilli par une sorte d'employé désintéressé, trop occupé à prêter attention à son téléphone pour même me regarder. J'ai payé une chambre et on m'a remis une clé, recevant à peine un mot pendant toute l'interaction. C'était un peu bizarre. Alors que je me dirigeais vers la pièce, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas dans cet endroit, mais j'étais trop épuisé pour m'en soucier. Même si ma chambre n'était pas meilleure que le reste de l'endroit,
Les rideaux étaient déchirés et tachés à plusieurs endroits et l'air sentait le moisi. J'ai décidé de prendre une douche rapide et je me suis pratiquement effondré sur le lit. Mon plan était de dormir quelques heures, de me réveiller et de sortir de là avant le lever du soleil. Je n'avais pas dû dormir plus d'une heure lorsque j'ai été réveillé par une forte dispute venant de la pièce voisine. C'était comme si deux personnes se disputaient sur quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Je suis sorti du lit et j'ai appuyé mon oreille contre le mur très fin qui séparait nos chambres et j'ai entendu une sorte de « Où est mon argent, Dirk ?» Il y avait une voix très bourrue exigeant cela et je me souviens spécifiquement de quelqu'un qui avait répondu « Je le jure, Joey, je te l'apporterai d'ici demain. » Et l'autre gars, qui je suppose était probablement cette personne de Derek, avait l'air incroyablement effrayé. C'était un peu surréaliste sur le moment, et j'entendais la conversation s'intensifier, et il devenait clair que quelqu'un allait être blessé. Je savais que je devais faire quelque chose, mais la peur me bloquait. J'ai envisagé d'appeler la police, mais je n'avais aucune information concrète à réellement leur fournir. Et je ne veux pas non plus faire de politique, mais je sais aussi que la police peut parfois ne faire qu'aggraver la situation. Alors que je réfléchissais à mes options, la dispute est devenue violente. J'ai entendu un grand fracas résonner à travers les murs, suivi de ce que je ne peux que supposer être des coups de poing. Encore une fois, les murs étaient presque aussi fins que du papier, et je pouvais tout entendre. Suis-je complètement sûr d'avoir entendu des coups de poing? Non, mais on peut le supposer, étant donné qu'ils se criaient tous les deux dessus, et que Derek n'avait clairement pas le dessus. Je suis sorti de ma chambre et me suis en quelque sorte dirigé vers la porte sur la pointe des pieds, regardant par le judas de la pièce voisine. L'hôtel était vieux et n'a visiblement pas pris la peine de passer au judas à sens unique, et ce que j'ai vu à ce moment-là m'a donné des frissons. Derek était retenu par deux hommes, tous deux beaucoup plus grands et beaucoup plus effrayants que lui. Il était contusionné et du sang coulait de son nez et de sa bouche. Ses yeux étaient fermés et des larmes coulèrent sur son visage alors que je pouvais maintenant l'entendre implorer sa vie. Les hommes étaient dos à la porte et je savais que je n'avais pas d'autre choix que de contacter quelqu'un à ce moment-là. J'aurais eu tort de ne pas mettre de côté mes opinions personnelles, alors que la vie de quelqu'un d'autre était en danger. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai immédiatement attrapé mon téléphone portable et j'ai composé le 9111. J'ai chuchoté au répartiteur au sujet de la situation. J'ai expliqué du mieux que je pouvais où je me trouvais, c'était difficile, étant donné que je ne connaissais pas du tout la région. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je retournais vers ce judas, essayant simplement de garder un œil sur le cauchemar qui se déroulait juste à côté. Et juste au moment où je regardais, j'ai vu l'un des hommes sortir un pistolet de sa ceinture. La panique m'envahit et je tombais au sol. J'avais peur, et je ne pouvais pas prendre le risque qu'il me voie ou m'entende à travers la porte. Le bruit de ses coups de feu transperça l'air et je pouvais entendre les cris d'agonie de Derek. Les larmes ont commencé à me monter aux yeux, alors que je me sentais complètement impuissante. Et les minutes s'éternisaient, alors que je me blottis sur le sol juste à l'intérieur de ma chambre. Le bruit de la souffrance de Derek était l'une des pires choses que j'ai jamais entendues. Il gémissait et criait de douleur. J'ai écouté les autres hommes se moquer de lui. Ils l'ont trouvé faible pour avoir montré qu'il souffrait ce genre de douleur. Et j'ai trouvé cela incroyablement dégoûtant, étant donné qu'il venait de lui tirer dessus à plusieurs reprises. J'ai entendu davantage de bruit dans la pièce voisine, et j'ai été soulagé d'entendre ce qui ressemblait à des hommes qui partaient. Après ce qui m'a semblé une petite éternité, j'ai entendu les sirènes s'approcher de l'hôtel. Le soulagement m'a submergé lorsque j'ai regardé par mon propre judas, et j'ai vu la police arriver, suivie par les ambulanciers. Les policiers ont frappé à la porte de la pièce à côté de moi, exigeant que quiconque se trouvait à l'intérieur se rende. Je suppose qu'ils n'avaient pas réalisé que les hommes étaient déjà partis. La seule réponse qu'ils eurent fut Derek, les suppliant maintenant de l'aider. Je les ai entendus enfoncer la porte et appeler les ambulanciers. J'étais plein de peur et d'anxiété alors que j'attendais que les policiers nettoient les lieux et, avec un peu de chance, apportent à ce type l'aide dont il avait besoin. Finalement, un agent a frappé à ma porte pour s'identifier. J'ai ouvert la porte et j'avais hâte de leur dire tout ce que j'avais entendu et vu. Ils m'ont dit qu'ils devraient m'emmener au commissariat pour faire une déclaration officielle, et j'ai trouvé cela étrange, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai emballé mes affaires dans ma chambre et me suis dirigé vers le commissariat de police. Alors que j'étais assis là dans ce poste de police ce soir-là, faisant ma déclaration à un détective pour ce qui semblait être la 100e fois,
Je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce type Derek allait bien ou non. Je ne l'ai jamais rencontré ni même interagi avec lui une seule fois. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai simplement ressenti un lien avec lui dans ces moments partagés. Et à mes yeux, personne ne mérite de mourir d'une manière aussi violente simplement parce qu'il devait probablement de l'argent à quelqu'un. J'aurais aimé pouvoir faire plus, mais étant donné ma petite taille et mon entraînement à rien, si j'étais intervenu, j'aurais probablement été gravement blessé, probablement même tué. Et peu importe combien de personnes aiment dire qu'elles le feraient, je ne pouvais tout simplement pas risquer ma propre vie pour quelqu'un que je ne connaissais même pas. J'ai été informé plus tard dans la nuit que ce type, Derek, était décédé peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Ses blessures par balle étaient assez graves, il ne pouvait rien faire. Le détective m'a assuré que j'avais fait le bon choix en appelant la police et que mon témoignage serait important pour traduire les hommes responsables en justice si et quand ils seraient retrouvés. Malheureusement, au moment où j'écris ces lignes, cela fait presque 9 ans, et il n'y a aucune nouvelle de cette affaire. Je suis triste que la famille de Derek n'ait pas obtenu justice pour son meurtre. Les événements de cette nuit m'ont complètement traumatisé, mais je dois me rappeler à quel point j'ai de la chance d'avoir encore ma propre vie. C'est quelque chose que ce type n'aura jamais. La seule chose qui nous séparait cette nuit-là était un mur. Différentes décisions de vie nous ont conduits au même endroit au même moment, mais toujours très éloignés les uns des autres. J'étais donc dans un hôtel avec ma mère quand j'avais environ 16 ans. Nous étions en ville pour un concert, et je voulais vraiment aller nager à la piscine intérieure, mais ma mère insistait sur le fait qu'elle ne voulait pas m'accompagner. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée et que je pouvais y aller seule, mais elle hésitait à ce sujet. Elle pensait que j'allais me faire kidnapper ou quelque chose comme ça, mais je pensais qu'elle était juste surprotectrice et ridicule. J'ai enfilé mon maillot de bain et j'ai dit à ma mère que j'allais à la piscine, que cela lui plaise ou non, et elle m'a crié que j'étais un gamin. J'ai claqué la porte derrière moi. Je suis descendu et j'ai traversé le couloir qui menait à la piscine. J'avais besoin d'une clé de chambre pour entrer, et j'étais content d'en avoir une sur moi. Je suis entré dans la salle de billard, et j'ai été un peu déçu de voir autant d'autres personnes à l'intérieur. Il y avait au moins 10 enfants dans la piscine et encore plus d'adultes dans le bain à remous. Mais je ne voulais pas retourner dans ma chambre, parce que je savais que ma mère allait faire un commentaire arrogant, et je ne voulais vraiment pas l'entendre à ce moment-là. J'ai posé mes affaires sur une chaise à proximité et j'ai décidé d'aller dans la piscine. Je suis allé dans le grand bain pour rester à l'écart des plus petits, et c'était sympa. C'était une piscine chauffée, donc je ne gelais pas comme d'habitude dans d'autres endroits. Je traînais dans la piscine depuis une dizaine de minutes lorsque j'ai remarqué un homme qui marchait seul. Il avait probablement la soixantaine, je dirais, et je me souviens m'être senti un peu effrayé par lui dès le premier coup d'œil. Il n'avait rien fait, ou alors il ne me regardait même pas vraiment. C'était juste une sorte de sentiment que j'ai immédiatement ressenti de sa part. Un sentiment qu'on ressent quand on sait que quelqu'un a de mauvaises intentions, sans vraiment avoir à faire quoi que ce soit. Il entra dans la piscine et se dirigea vers le fond près de moi. Il n'était qu'à 5 pieds de là lorsqu'il a commencé à bavarder avec moi. Il me posait des questions sur l'école et sur différentes choses qui m'intéressaient. J'ai essayé de l'ignorer, mais il tenait absolument à ce que je lui parle. J'ai essayé de lui dire poliment que je ne parle pas aux étrangers, mais il a fait ce que font toujours les salopards, puis il s'est présenté en disant que nous n'étions plus des étrangers, presque comme Pennywise, et il a commencé à rire. J'étais devenu bizarre à l'extrême et j'ai dit à ce type de me laisser tranquille. Je suis sorti de la piscine et j'ai décidé de sauter dans le bain à remous. Je pensais que peut-être je serais plus en sécurité avec des adultes. J'ai été horrifié de voir l'homme sortir de la piscine et glisser son corps grossier dans le bain à remous. Il s'est assis juste à côté de moi, a émis ce gémissement et a mentionné à quel point l'eau était agréable. Je savais que c'était juste une excuse pour le son qu'il faisait parce qu'il ne le faisait que lorsque sa jambe touchait la mienne. Je me suis déplacé à l'autre bout du bain à remous et il m'a fait une grimace comme s'il était triste ou quelque chose du genre. Je me suis assis là, essayant de ne pas le regarder et d'apprécier simplement d'être dans l'eau chaude, mais il a dû tout gâcher en redevenant un sale type. J'ai senti le pied de quelqu'un toucher le mien. C'était comme une sensation de caresse, pas seulement un contact accidentel. Je ne pouvais pas voir à travers l'eau à cause des jets qui créaient des bulles, mais il était évident de qui il s'agissait.
J'ai levé les yeux vers l'homme et il avait presque un sourire narquois sur le visage. En fait, il m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris au début. Mais quand il l'a fait une deuxième fois, je l'ai parfaitement compris. « Tu aimes ça ?» Je me suis levé hors de l'eau à ce moment-là et je lui ai crié dessus, le traitant de pervers. Il a semblé offensé et j'ai raconté aux adultes dans le bain à remous ce qu'il venait de me dire et comment il essayait de jouer au foot avec moi. Heureusement, quelques-uns des autres hommes ont attrapé l'homme et l'ont fait sortir de la salle de billard. Je les ai remerciés et ils m'ont assuré que je serais en sécurité avec eux. Leurs femmes m'ont réconforté et m'ont demandé si je voulais qu'elles me raccompagnent à ma chambre, mais j'étais toujours têtu et je ne voulais pas donner raison à ma mère, alors je suis resté. J'y suis resté encore 1 heure avant qu'ils ne partent. Il y avait encore quelques autres familles avec moi, donc je me sentais toujours en sécurité. J'avais les yeux fermés alors que je m'appuyais contre la paroi du spa lorsque j'ai senti l'eau bouger d'une manière qui signifiait que quelqu'un d'autre venait d'entrer. J'ai ouvert les yeux et j'ai eu l'impression que mon cœur tombait de ma poitrine quand j'ai vu cet homme plus tôt. Il s'est assis en face de moi et m'a fait le même sourire horrible et effrayant qu'avant. Seulement cette fois, il m'a murmuré un avertissement. Il m'a donné le numéro de ma chambre et m'a dit que si je criais ou faisais du bruit, il irait dans ma chambre et ferait quelque chose de terrible à ma mère. J'avais peur. J'avais envie de crier et de pleurer, mais je n'avais que 16 ans et je ne réalisais pas que j'avais plus de contrôle sur la situation que je ne le pensais. Je me suis assis là en silence et j'ai regardé avec horreur alors qu'il venait s'asseoir à côté de moi. Il était si proche que je sentis sa jambe se presser fermement contre la mienne. Il a posé sa main sur ma cuisse et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et c'est là que j'ai finalement compris. Je n'avais pas à supporter ça. Je n'étais pas obligé de rester là et de laisser cet homme me faire ça. Je me suis levé aussi vite que possible et j'ai sauté du bain à remous comme si ma vie en dépendait, ce qui, techniquement, je suppose, a été le cas. Il était toujours assis lorsque j'ai tiré ma jambe en arrière et lui ai donné un coup de pied à l'arrière de la tête aussi fort que possible. Les autres familles ont commencé à crier. Une des femmes s'est précipitée vers nous et a demandé ce qui venait de se passer. Quand j'ai tout expliqué, elle a commencé à crier après l'homme maintenant presque commotionné. Il se saisissait l'arrière de la tête et était visiblement furieux. Il a commencé à se jeter sur nous, et j'ai été reconnaissant lorsque la femme qui est venue s'est penchée, a attrapé ses cheveux et a commencé à tirer. Une autre femme, qui semblait sortie de nulle part, lui a donné un coup de pied directement au visage cette fois, et je ne plaisante pas à assommer ce mec. Il s'avère qu'elle avait tout entendu. Ils étaient sur le point d'entrer dans le bain à remous et de lui faire Dieu sait quoi quand j'ai décidé de m'enfuir. J'ai couru dans le couloir et monté les escaliers. J'ai frappé à la porte de notre chambre d'hôtel et ma mère a répondu. Je sanglotais, et elle m'a tiré à l'intérieur et m'a demandé frénétiquement ce qui s'était passé. J'étais à peine capable de lui dire en retenant mes larmes. Mais quand je l'ai fait, elle était furieuse. Elle m'a dit de rester dans la chambre et qu'elle reviendrait. La prochaine chose que j'ai su, c'est qu'elle est revenue avec du sang sur ses vêtements. Et elle m'a dit que l'homme ne s'en prendrait plus aux filles. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais elle n'a pas voulu me le dire. La police est venue frapper à notre porte plus tard dans la nuit et nous a tous deux interrogés. Ma mère avait déjà changé de vêtements et ils ne lui ont jamais posé de questions sur son implication. L'homme a été retrouvé flottant, inconscient, entouré de son propre sang, dans le bain à remous. Malheureusement, il a survécu. Il a été arrêté et emmené à l'hôpital, et nous n'avons reçu aucune information sur son état. Nous en étions simplement contents parce que nous ne voulions pas vraiment savoir, et franchement, nous nous en fichions. Il a été accusé de voies de fait sur mineur. Ce n'était pas non plus sa première infraction, étant donné l'état dans lequel nous nous trouvions, donc je sais que sa peine était beaucoup plus longue. Nous étions heureux d'obtenir justice, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres filles, qu'il avait probablement blessées dans le passé, et peut-être pour les innombrables autres qui ne s'étaient pas manifestées. J'ai dû suivre une thérapie pour cela. Ma mère a vécu avec une extrême culpabilité de m'avoir laissé aller seule à cette piscine ce jour-là. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas de sa faute, mais je ne pourrais jamais rien dire pour qu'elle se sente mieux. Je suis triste qu'il y ait des gens comme ça dans le monde et encore plus triste que la plupart d'entre eux ne se fassent jamais prendre. Le babysitting a toujours été un métier plutôt sympa quand j'étais au lycée. C'était bien payé, les familles étaient courtoises et professionnelles, et je devais rarement consacrer plus de 4 ou 5 heures à un travail à la fois. La plupart du temps,
Je passais mon temps à divertir les enfants jusqu'à l'heure du coucher, après quoi je pouvais regarder des films, finir mes devoirs, ou regarder certaines de mes émissions préférées. Je faisais même du yoga de temps en temps, ce qui semblait ridicule avec le recul, me contorsionnant dans la pose d'un arbre dans le salon d'un inconnu. J'ai toujours trouvé un moyen de me divertir, même si mes plus grandes inquiétudes ont toujours été les enfants eux-mêmes. Jamais les maisons, jamais les familles, jamais rien de ce qui traînait dehors dans le noir. J'avais 17 ans, j'étais naïf, et je croyais que rien de vraiment grave ne pourrait jamais arriver dans ce quartier calme. Puis il y a eu cette soirée d'octobre. L'air était devenu vif et les arbres étaient pour la plupart dépouillés de toutes leurs feuilles, qui bruissaient et chuchotaient sur le trottoir. Ce soir-là, je gardais Alice et James, 2 frères et sœurs que je connaissais depuis un bon moment. Leur maison était du genre à parler de l'automne, rustique, craquant doucement au vent, entourée de ces arbres squelettiques et décousus. La cour s'étendait dans les bois, créant ce terrain de jeu idéal. Mon ami Jackie était venu ce soir-là pour sortir, ce que nous faisions de temps en temps. Rien de néfaste, et je me suis toujours assuré que c'était juste 2 adolescentes qui se tenaient compagnie pendant que je travaillais. De plus, Alice et James l'aimaient tous les 2. Nous avions prévu une soirée parfaite, une partie épique de frisbee à obstacles. Alice, qui avait 8 ans, et James, qui en avait 6, rebondissaient d'excitation pendant que Jackie et moi installions cette cible de fortune et ses obstacles dans la cour. Les règles étaient simples mais chaotiques. Vous pouviez faire un certain nombre de pas et deviez lancer à tour de rôle, grimper sur quelque chose si vous le deviez, puis gagner des points en cours de route. Les 2 enfants ont adoré ça. Alors nous les avons lancés. Les frisbees volaient, les baskets martelèrent la terre, pendant que Jackie et moi suivions, riant et criant des mots d'encouragement. Je dirais que vers 5 heures, Jackie a couru à l'intérieur pour prendre quelques sodas, et je me suis installé sur le porche juste pour continuer à regarder Alice et James disparaître sur le côté de la maison, leur voix s'éteignant en écho. C'était une excellente journée, exactement comme je voulais qu'elle se déroule. Honnêtement, j'étais encore un peu inquiet à l'idée de recevoir Jackie. À ce stade, je faisais du babysitting depuis 1 an, mais je n'amenais mes amis que depuis quelques semaines. C'était aussi un secret total pour les parents, juste un petit plaisir honnête alors que personne d'autre n'était là. Le fait que la journée se soit déroulée si bien a fait disparaître toute ma culpabilité. Jackie revint quelques instants plus tard, ouvrant une canette de bière de racine et m'en tendant une. Nous nous sommes assis sur les meubles en bois du porche, les planches soupirant sous notre poids. La conversation allait de l'école au cinéma. Nous nous sommes en quelque sorte perdus dans les potins. 10 minutes se sont écoulées. Peut-être 20, je ne suis pas sûr, mais finalement, j'ai levé les yeux en m'attendant à voir Alice et James toujours en train de se déchaîner. Seule Alice était là maintenant, ses cheveux bruns rebondissant alors qu'elle se précipitait dans la cour, jouant au frisbee avec elle-même. Mon sourire disparut immédiatement de mon visage. Je me redressai sur ma chaise, jetai un coup d'œil à Jackie, qui haussa un sourcil. « Quoi de neuf ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne vois qu'un des enfants, » dis-je. La tête de Jackie se tourna vers la cour et elle scruta également la zone. Ses sourcils se haussèrent lentement alors qu'elle arrivait à la même conclusion que moi. « Peut-être qu'il est juste à côté de la maison », suggéra Jackie. En fait, cela ne m'était pas encore venu à l'esprit. « Où est James ?» J'ai appelé. Alice s'arrêta et se retourna. Elle respirait fort, ses joues étaient rouges. « Il est allé chercher son frisbee », dit-elle. « Ça s'est passé bien là-bas. » Puis elle montra vaguement l'arrière de la maison, la direction d'où James avait disparu plus tôt. Il n'est pas encore revenu. Mon estomac se serra et Jackie et moi échangeâmes un regard inquiet. « Reste ici », dis-je à Alice, essayant de paraître calme. Nous avons marché jusqu'à l'autre côté de la maison en appelant le nom de James. Les ombres étaient plus longues maintenant, s'étendant à travers la cour comme des doigts. Les feuilles craquaient sous nos pieds tandis que nous poursuivions notre recherche, nos voix résonnant et revenant sans réponse. « Jacques !» cria Jackie en plaçant ses mains autour de sa bouche. Son nom traversa l'air étrangement dans le calme grandissant. Nous avons ratissé la zone, parcouru la cour et les bois voisins, aucun signe de lui. Après ce qui nous a semblé une éternité, nous nous sommes aventurés dans la rue, le regardant de haut en bas pour détecter tout mouvement de sa part. Il n'y avait personne nulle part, et c'était ahurissant et totalement effrayant. Ce gamin aurait dû être là. Il aurait dû être quelque part, non? Mais il n'y avait rien. Le fait qu'il n'y ait personne d'autre dans les environs était tout aussi étrange. Personne pour l'aider,
Personne qui aurait pu le voir. Peut-être qu'il est retourné à l'intérieur de la maison, proposa Jackie, mais je pouvais entendre le malaise dans sa voix. Pourtant, je suppose que c'était un autre point intéressant. Peut-être que l'enfant s'est ennuyé et est rentré à l'intérieur. Ça vaut le coup. Je me souviens avoir prié pour que nous le trouvions en train de manger du fromage à effilocher et de boire un Fanta dans la cuisine. Nous sommes retournés à la maison, la porte moustiquaire se refermant derrière nous. Les pièces semblaient désormais plus froides, les ombres plus sombres. Nous avons regardé partout, sous les lits et dans les placards, même dans le sous-sol, qui était toujours verrouillé mais qui semblait important dans notre panique. Toujours pas de James, aucun signe. J'ai commencé à sentir de la glace dans mon estomac. La panique montait juste derrière mes yeux. Et je savais que je devais faire quelque chose rapidement. J'avais déjà perdu beaucoup trop de temps. Mes mains tremblaient lorsque je décrochais le téléphone fixe, prêt à appeler ses parents. Avant de composer le numéro, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, par réflexe plus qu'autre chose. Et là, à travers la fenêtre du salon de la maison voisine, je l'ai vu. Je ne pouvais pas y croire. Le visuel m'a encore presque retourné l'estomac. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans tout ce qui se passait. Quoi que je regardais, James restait immobile, tenant un Slim Jim à moitié mangé. Mon souffle était bloqué dans ma gorge et le soulagement m'envahit complètement. J'ai raccroché et attrapé le bras de Jackie. « Il est à côté », murmurai-je. Elle fronça les sourcils. « Dans la maison du voisin ?» Nous nous sommes précipités tous les deux dehors et avons rapidement traversé la cour, nos chaussures luttant sur le trottoir craquelé. La maison du voisin se profilait devant moi, la peinture des volets s'écaillant et les fenêtres étaient troubles. Lorsque nous avons atteint la fenêtre du salon où j'avais vu James plus tôt, le rideau était maintenant fermé, ce lourd tissu floral qui bloquait toute vue à l'intérieur. Je me sentais stupide de ne pas lui avoir montré la maison il y a un instant, mais maintenant je me sentais un peu fou. Pourtant, je savais ce que je voyais et j'étais engagé à ce stade. « Allons frapper », dit Jackie. J'ai détraqué. Jackie prit les devants, gravit les marches et sonna à la porte. Le carillon résonna longuement et minusculement, mais aucune réponse ne vint. Nous avons frappé à la porte, mon poing devenant douloureux contre le bois. Enfin, une porte s'ouvrit en grinçant. Finalement, un vieil homme apparut. Il était chauve et son cuir chevelu était tacheté et brillant. Ses yeux étaient d'un bleu pâle et troublant. Ses paupières affaissées et à vif, totalement roses, presque comme s'il était maquillé ou peut-être qu'il avait pleuré. Ses lèvres étaient très fines, presque incolores. Il posa la main sur sa poitrine osseuse, comme s'il était surpris par notre présence. Il avait l'air bizarre, gluant. « Comment puis-je vous aider, les filles ?» dit-il de sa voix rauque. « James, dis-je, ma voix tremblante. Le garçon que je garde. Nous l'avons vu chez vous. Où est-il » Le vieil homme cligna lentement des yeux. « J'ai peur que vous vous trompiez, dit-il. Il n'y a pas de garçon ici. » Jackie s'avança, le regardant. « Nous l'avons vu, dit-elle avec colère. Il est là. Laissez-nous entrer. Sinon cela ne devrait poser aucun problème, n'est-ce pas? Bon sang, Jackie avait l'air d'un flic ou d'un avocat, et ça faisait du bien de l'avoir à bord. Non, non, dit-il en secouant la tête. Mais je t'ai entendu l'appeler plus tôt, et peut-être qu'il s'est éloigné vers le ruisseau. Il fait ça parfois, tu sais. Je pouvais sentir le sang battre dans mes tempes. Non, j'ai craqué. Il est là, et si vous ne nous laissez pas entrer, j'appelle la police. Les yeux de l'homme se tournèrent maintenant vers les miens. Ce n'est pas nécessaire. Je vous le promets, vous vous trompez. Je ne suis pas... Laissez-moi entrer, j'ai crié. Il n'est pas disponible pour le moment, a répondu l'homme. Il est indisposé. Jackie en avait assez. Elle se pencha autour de l'homme et appela James. Sa voix résonna dans l'air vicié, et puis finalement nous l'entendîmes. La petite voix étouffée de James appelant quelque part à l'intérieur de la maison. Jackie m'a attrapé le bras, et j'ai cru un instant que le vieil homme allait essayer de nous arrêter, mais il s'est contenté de soupirer, ses fines épaules affaissées, et il s'est écarté. « J'ai peut-être fait une erreur, dit-il. Peut-être que le garçon s'est faufilé. Les enfants font ça parfois. Nous avons trouvé James et l'avons attrapé. Nous l'avons sorti de la maison et l'avons ramené dans la cour. Il était toujours en train de grignoter ce Slim Jim, l'air légèrement confus. Mes mains tremblaient alors que je m'agenouillais devant lui. « Êtes-vous d'accord ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ?» Il cligna juste des yeux nonchalants. « Je vais souvent là-bas, dit-il comme si c'était une évidence.
Nous l'avons raccompagné jusqu'à la maison et mon cœur a battu la chamade pendant tout le trajet. J'avais l'impression d'avoir évité de peu une sorte de désastre. Perdre un enfant était comme un tabou. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? À ce jour, je ne pense à rien. Quoi qu'il en soit, heureusement, je l'ai récupéré et je l'ai sorti de là avant que quelque chose de bizarre ne se produise. Je l'ai pressé et il s'en est tenu à la même histoire. Il a affirmé qu'il avait passé plus de temps là-bas que je ne le pensais. Lorsque nous avons interrogé sa sœur, elle a corroboré cette histoire. Quand j'en ai finalement parlé à ses parents plus tard, ils ont haussé les épaules, indifférents. « Ouais, » dit son père, « il joue là-bas parfois. Le vieux est inoffensif. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tout le monde connaissait cet effrayant cinglé aux yeux roses et savait que le gamin était allé là-bas. Et personne n'a trouvé ça bizarre. J'étais totalement hors de ma capacité de raisonner à ce stade. Alors j'ai juste pris mon salaire et je suis parti pour la journée. Après ça, je n'ai jamais vraiment fait trop de babysitting. Ce voisin m'a presque hanté. Juste quelque chose à propos de la façon dont il mentait et essayait de le garder là-dedans. Tout cela était tout simplement trop bizarre pour moi. Je ne voulais pas être responsable si quelque chose de fou arrivait avec ce mec d'à côté. Je me sentais mal d'avoir abandonné la famille comme je l'ai fait, mais bon sang, ce n'est pas comme si j'allais les garder pour toujours. J'ai pensé que cette rencontre effrayante avec le voisin était le moment idéal pour sortir. Je n'en ai pas parlé à Jackie non plus, mais je n'ai jamais oublié cette nuit ni ce sentiment effrayant que James appartenait presque à cette maison, ne serait-ce que pour un instant. Vers 2014, un policier australien nommé Stephen Hegarty était assis dans son bureau, en train d'examiner plusieurs éléments de preuves photographiques. Le processus était lent et mentalement épuisant, car les photographies examinées par l'agent principal Hegarty constituaient certaines des choses les plus exaspérantes et les plus dérangeantes qu'il ait jamais vues. Chaque photo montrait un enfant de moins de 10 ans maltraité par une personne considérablement plus âgée, et il ne s'agissait pas seulement d'une poignée de photographies, il y en avait des milliers. Parfois, l'agresseur était une femme. La plupart du temps, il s'agissait de mâles. Mais tous avaient fait des efforts considérables pour masquer leur visage, ainsi que tout tatouage, cicatrice ou marque distinctif, du moins c'est ce qu'il pensait. Alors qu'Hegarty continuait à étudier les horribles photographies, il remarqua soudain quelque chose de petit et apparemment insignifiant sur l'un des doigts de l'agresseur. Juste en dessous de l'endroit où la chair rencontrait l'ongle se trouvait une petite tache de rousseur sombre. La même tache de rousseur était présente sur le doigt de presque tous les agresseurs de masse représentés sur les photographies, ce qui a amené Hegarty à réaliser qu'ils étaient tous la même personne, le même homme. La tache de rousseur constituait un détail minuscule, mais elle allait devenir un élément de preuve physique clé dans une opération policière mondiale destinée à lutter contre l'exploitation des enfants. Baptisée Opération Prism, l'opération visait à faire tomber le plus grand site d'exploitation d'enfants sur le dark web, dont environ 45 000 membres y accédaient via un logiciel de cryptage TOR sophistiqué. La division australienne de l'équipe d'enquête, dirigée par Hegarty et baptisée Task Force Argos, avait découvert que l'homme qui dirigeait le site était en réalité un compatriote australien et vivait très probablement dans la région la plus méridionale du pays. Pourtant, même si l'on avait une idée approximative de sa localisation, l'identité de l'homme restait un mystère. La seule chose que la police devait utiliser était le nom d'utilisateur à 4 lettres qu'il utilisait pour communiquer sur le site, Surf. Quelques semaines plus tard, le commissaire adjoint de la police d'Australie du Sud, Paul Dixon, a reçu un appel d'un officier de la Task Force Argos. Tout ce qu'ils ont dit, c'est « Nous avions une cible potentielle dans notre juridiction », a déclaré Dixon. Mais à ce stade, nous ne connaissions pas son nom, qui il était. Nous ne savions même pas qu'il existait. Tout ce que nous connaissions, c'était le nom d'utilisateur, Surf. L'enquête mondiale sur le site internet, dont le nom a été gardé secret, a été rendue publique en 2011 lorsqu'un Allemand a été arrêté pour exploitation d'enfants. C'est ainsi que la police a appris pour la première fois que le propriétaire du site web opérait depuis l'Australie du Sud. Après avoir porté son attention sur la région, la police a réussi à arrêter un membre haut placé du site qui vivait dans le Queensland. La police avait espéré que l'homme était le mystérieux Surf, mais à sa grande consternation, ce n'était pas le cas. Cependant, l'homme a révélé que Surf était bien australien et a confirmé qu'il opérait depuis le sud du pays.
Une autre rupture dans l'affaire s'est produite au début de l'année 2014, lorsque la police néerlandaise a perquisitionné l'appartement d'un agresseur présumé d'enfants et a saisi ses appareils électroniques. Puis, après avoir analysé le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont découvert que l'homme avait facilement accès au célèbre site internet et ont exigé qu'il remette ses informations d'identification. Grâce aux informations de connexion de l'homme, la police a réussi à accéder au site et a commencé à analyser les métadonnées d'un certain nombre de photographies différentes. Presque toutes ont été prises avec exactement la même marque et le même modèle d'appareil photo, une version compacte de Panasonic. Partout où Surf acquérait son contenu illégal, plus de 90% semblaient provenir exactement de la même source. Les officiers de la Task Force Argos ont commencé à rechercher sur Internet toute autre mention d'un utilisateur nommé Surf. Cela a pris des semaines, mais ils en ont trouvé un sur un forum dédié aux discussions entre propriétaires de véhicules à 4 roues motrices. Les agents ont découvert que plusieurs messages avaient été rédigés par un utilisateur nommé Surf. Surf prétendait être un tout-terrain expérimenté et semblait très avisé quant au meilleur type de pneus et de suspension à utiliser pour garantir qu'un véhicule était réellement adapté à tous les terrains. Mais ce que les agents ont remarqué presque immédiatement, c'est le style de frappe presque identique. Il s'agissait sans aucun doute du même Surf du tristement célèbre site web anonyme. Il leur restait juste à trouver des preuves. 2 jours plus tard, après avoir parcouru des milliers de publications et de commentaires de Surf, la police a fait une percée. La plupart des liens publiés par Surf étaient rompus et ne rapportaient que des pages 4 ou 4. Mais l'un d'entre eux fonctionnait. Et celui-là était tout ce dont ils avaient besoin. Les agents se sont retrouvés devant une Volkswagen Amarok, une camionnette à cabine double produite par VW depuis 2010. Mais surtout, la plaque d'immatriculation du camion était visible. Et après l'avoir branchée sur la base de données nationale, un seul nom est revenu, Shannon Mikul. Après une vérification préliminaire des antécédents, la police a fait une découverte vraiment déchirante. Shannon Mikul, l'un des plus grands fournisseurs de matériel sur l'exploitation des enfants sur la planète, travaillait avec des enfants et des jeunes dans le cadre de divers programmes de volontariat depuis près d'une décennie. Mais le pire, c'est qu'au moment de la vérification des antécédents, Shannon était un employé à plein temps du ministère de la Protection de l'Enfance d'Australie méridionale, ce qui signifie qu'il avait un accès direct à des dizaines d'enfants très vulnérables. Les officiers de la Task Force Argos sont passés à l'action, rassemblant autant de données et de preuves que possible sur Mikul. S'ils voulaient garantir une condamnation, ils avaient besoin d'un dossier aussi solide que possible. Mais cela signifiait attendre leur heure et permettre à Mikul de continuer à exploiter le site, causant un préjudice irréparable à un nombre incalculable d'enfants innocents. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, la police a fait une autre découverte inquiétante. Au cours de l'été 2013, un informateur anonyme a contacté l'employeur de Shannon, le ministère de la Protection de l'Enfance, affirmant qu'il avait fait un commentaire inapproprié concernant l'un des enfants dans son cas. Shannon a été suspendu pendant 3 mois dans l'attente d'une enquête officielle, mais, chose incroyable, elle a été autorisée à retourner au travail suite à des dénégations véhémentes et à un manque général de preuves. Les policiers chargés de l'enquête ont été naturellement nauséeux par ces nouveaux détails, et il était clair que Mikul représentait une menace claire et présente pour la sécurité des enfants du monde entier. Mais c'est aussi grâce à leur analyse minutieuse de Mikul et de son image qu'ils ont réalisé leur plus grande percée à ce jour. L'un des officiers de la Task Force Argos s'était vu confier une tâche très inhabituelle. Il était chargé d'identifier quelles photos de Mikul sur les réseaux sociaux montraient ses mains de manière détaillée. Étant donné que les agresseurs présents dans les preuves photographiques se sont donné beaucoup de mal pour cacher leur visage, la seule chose qui les distinguait vraiment était leurs mains, ou plus précisément leurs doigts. Cela signifiait que l'officier en question passait des heures et des heures à recadrer des images des mains de Mikul, ainsi que des appendices de nombreuses autres personnes soupçonnées de trafic ou d'exploitation d'enfants. Ces images ont ensuite été minutieusement retouchées numériquement jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être utilisées comme identifiants possibles pour les agresseurs sur les photographies. Puis un jour, l'agent principal Stephen Hegarty est venu rendre visite à l'agent à son poste pour voir comment il progressait. L'officier était en train d'améliorer les images des mains de Mikul, et alors qu'Hegarty les examinait, sa mâchoire tomba doucement. Sur le majeur de Shannon, juste en dessous de l'endroit où la chair rencontrait l'ongle, se trouvait une petite tache de rousseur sombre. C'était lui.
L'homme des photographies. C'était Shannon. Il n'était pas seulement l'un des plus grands pourvoyeurs de matériel d'exploitation des enfants à la surface de la Terre. Il a été directement impliqué dans sa création, tout en ayant un accès direct à certains des jeunes les plus vulnérables d'Australie. Comme nous l'avons déjà mentionné, la décision a été prise de ne pas appréhender Shannon immédiatement. La police souhaitait rassembler secrètement des preuves sur Shannon, sans l'avertir de l'enquête, car cela pourrait lui donner une chance d'avertir les autres ou de détruire des preuves clés. Mais après avoir découvert qu'il n'était pas seulement un employé du département de la protection de l'enfance d'Australie méridionale, mais qu'il était également actif dans l'exploitation écœurante des enfants, la police a réalisé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de l'arrêter le plus tôt possible. Mais pour y parvenir sans que Shannon ne détruise aucune preuve, la police a dû planifier une opération délicate mais décisive. Il existe certains programmes et techniques qu'une personne peut utiliser pour rendre ses appareils complètement inutiles, a expliqué un officier. Peu importe qui vous êtes, vous n'y entrez pas. Et si cela s'était produit dans notre cas, nous n'aurions en aucun cas obtenu le même genre de résultat que nous. Notre timing et notre subtilité ont été plus que cruciaux pour le succès global de cette opération. Finalement, le soir du 10 juin 2014, Shannon Mikul était assise chez elle, probablement à la tête de son empire maléfique, lorsqu'il entendit frapper doucement à sa porte d'entrée. Il se leva de sa chaise, négligeant de fermer son ordinateur portable, puis se dirigea vers la porte d'entrée pour voir qui frappait. D'après le bruit du coup, il aurait pu s'agir d'un voisin, d'un appel à froid, peut-être même d'un ami ou d'un parent. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et ne vit personne, il sortit pour jeter un coup d'œil autour de lui. Au moment où sa chaussure a touché le béton, le gendarme Hegarty lui a tendu une embuscade, l'a poussé contre le mur avant de le faire asseoir de force. Mikul a alors été informé qu'il était en état d'arrestation et lui a rappelé son droit de garder le silence, mais il n'a rien dit. Hegarty a déclaré plus tard que Mikul semblait choqué, presque comme s'il ne s'attendait à aucune sorte de répercussion juridique. Pourtant, alors que les raisons pour lesquelles les forces de l'ordre ont perquisitionné son adresse sont devenues évidentes, Mikul est devenu pâle, puis a regardé dans le vide comme s'il sombrait dans une catatonie. Il avait fini. La vie telle qu'il la connaissait était sur le point de changer pour toujours. Quelques minutes après l'arrestation de Mule, des agents d'un large éventail d'agences de police australiennes envahissaient son appartement. L'agent principal Hegarty avait été le premier à entrer dans le salon. Là, sur une petite table basse marron, se trouvait l'ordinateur portable Toshiba de Mule, toujours connecté à un disque dur externe qui contenait sans aucun doute une mine de matériel nauséabond. Hegarty a découvert que Mule utilisait une variété de logiciels de cryptage sophistiqués, mais que les détectives de cybercriminalité pouvaient être facilement contournés. Une fois qu'ils l'ont fait, il leur suffisait de cliquer sur quelques liens avant que les agents n'aient accès à l'une des plus grandes caches de matériel d'exploitation d'enfants jamais découvertes. La police a même récupéré le même appareil photo numérique Panasonic, utilisé pour produire la grande majorité de la collection de Mule, ce qui signifie que les poursuites contre lui seraient encore plus faciles à poursuivre. Il a fallu près de 2 semaines à la Task Force Argos pour identifier seulement 7 victimes parmi des milliers et des milliers de photographies obscènes. Il s'agissait d'un processus lent et minutieux qui impliquait en grande partie de contacter les organismes de bienfaisance pour enfants dans lesquels Mule avait été impliqué. La plupart conservaient des dossiers détaillés sur les enfants dont ils avaient la charge. Et après que des centaines d'entre eux aient été livrés à leur bureau, l'agent Hegarty et la Task Force Argos a commencé à comparer physiquement les enfants avec ceux trouvés dans le contenu de Mule. 7 d'entre eux étaient physiquement identiques à ceux des dossiers de la Direction de la protection de l'enfance. J'étais convaincu qu'il y avait eu 7 victimes, a déclaré plus tard l'agent Hegarty. Nous avons tout examiné, croisé les heures et les dates auxquelles les enfants étaient sous sa garde. Tout correspondait. Le pire, c'est qu'on ne sait même pas si c'était tous les enfants. Il aurait pu y en avoir plus. Nous n'avons jamais pu être, je suis sûr, à 100%. Un autre élément de preuve sur lequel la Task Force Argos a dû s'appuyer était une correspondance exacte de l'écriture manuscrite entre celle de Mule et certains éléments d'écriture affichés sur les photographies. Il est courant parmi ceux qui fabriquent ces images indécentes d'enfants de créer ce qu'on appelle des images de preuve. Les créateurs utilisent plusieurs techniques différentes, mais l'une d'elles implique un message manuscrit de l'agresseur détaillant la date, l'heure ou son nom d'utilisateur. C'était la technique utilisée par Mule,
Et elle prouvait que la Task Force Argos n'était que trop heureuse d'ajouter à son arsenal déjà en plein essor. Je pense avoir identifié 14 photographies sur lesquelles il avait écrit quelque chose à la main sur un post-it ou un morceau de papier, a expliqué l'agent Hegarty. En fait, il plaçait ses notes sur l'enfant juste avant ou pendant les abus. À partir d'exemples d'écriture manuscrites prises dans sa maison, nous avons réussi à les comparer à celles des images. Encore une fois, c'était une correspondance parfaite. Une fois que Mull a réalisé à quel point les preuves étaient accumulées contre lui, il a proposé sa totale coopération à l'enquête en cours. Hegarty a accepté l'offre, mais ce n'était pas une confession qui l'intéressait. La Task Force Argos avait plus qu'assez pour le mettre en prison à vie. Donc la seule chose que Mull devait leur offrir était l'identité des enfants restants pour lesquels il était documenté, comme abusant. Il a accepté d'interroger le gendarme Hegarty et plusieurs autres agents rassemblés dans la pièce adjacente. Une longue séance de questions et réponses a commencé. La priorité était d'identifier les enfants restants, a déclaré Hegarty, et à ce stade, j'étais convaincu que nous allions obtenir le bon résultat. Il nous a donné 4 noms, puis a affirmé qu'il ne se souvenait d'aucun des autres. Il y en avait des dizaines. Mull a également répondu à des questions concernant le trésor infernal du Dark Web qu'il possédait et exploitait, et bien qu'il ait tenté de minimiser son implication dans les abus réels, certaines de ses réponses ont ébranlé même les officiers vétérans. Lorsqu'on lui a demandé dans quelle mesure il était impliqué dans la gestion quotidienne du site web, Mull a stupéfié les personnes présentes en expliquant le sentiment de fierté que lui procurait sa collection écœurante. C'était bizarre, a expliqué l'un des témoins. Après la première interview, nous sommes restés assis sur le parking pendant un moment, incapables de parler. Je pense que nous étions juste un peu époustouflés par l'ampleur de ce que Mull avait dit. Après 2 entretiens supplémentaires d'1 heure, Hegarty a réalisé à quel point Mull était manipulateur et malveillantement intelligent. Ses méthodes étaient pour le moins astucieuses, a-t-il expliqué. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles son éventail de victimes était si jeune. Dès qu'il pensait qu'un enfant serait capable de signaler quoi que ce soit, il s'en éloignait. Il était très sélectif quant aux personnes qu'il ciblait en tant que victime. L'agent Hegarty n'avait aucun doute sur le fait que Mull aurait continué à maltraiter des enfants s'il n'avait pas été appréhendé. Il attendait sa prochaine opportunité. C'est ma conviction honnête. Cela aurait pu prendre encore 6 mois, cela aurait peut-être pris encore 2 ans, mais s'il en avait eu l'occasion, il aurait récidivé. À l'issue de son audience de détermination de la peine, le 7 août 2015, Mull a été condamné à 35 ans de prison avec une période sans libération conditionnelle de 28 ans. Cependant, en avril 2018, sa peine de 35 ans aurait été réduite de 2 à 3 ans après qu'il ait contribué à l'identification et à la capture d'un criminel danois prolifique. Après avoir appris la réduction de peine, le père de l'une des victimes de Mull s'est entretenu avec un journaliste de la chaîne australienne ABC News. « Je n'aime pas qu'il soit condamné à nouveau parce qu'il n'a aucun remords », a déclaré l'homme. Il n'a même pas dit merci. Il était assis là avec un sourire suffisant tout le temps. Je suggère à Mull et à toute autre personne ayant déjà blessé un enfant de se lever et de commencer à penser aux enfants et d'arrêter. En pensant à eux-mêmes, ces enfants vivent avec une vie de souffrance pendant que leurs agresseurs ont 3 repas par jour et un toit au-dessus de leur tête. Habituellement, les prisonniers qui aident la police à capturer leurs camarades criminels sont grandement récompensés pour leurs efforts. Le juge qui présidait aurait pu accorder à Shannon Mull une réduction de peine bien plus importante. Au lieu de cela, il a défendu sa décision de n'accorder que 2 à 3 ans. Votre coopération n'a pas été complète, notamment en ce qui concerne une affaire grave dans cette juridiction, a-t-il déclaré. Cela ne réduit pas votre rabais, mais montre qu'il y a des choses que vous gardez encore secrètes. Votre contrition et vos remords restent équivoques et incertains. Peut-être que dans ce cas, le juge a raison. Shannon Mull a depuis affirmé se repentir de ses actes et a déclaré vouloir poursuivre sa coopération avec les autorités. Mais selon toute vraisemblance, ses motivations ne sont guère plus qu'un désir d'autopréservation. Le meilleur aperçu de ce que Shannon ressent réellement à l'égard de ses crimes contre l'humanité est peut-être un commentaire de 5 mots qu'il a laissé sur le forum de discussion de son site web. Le commentaire dit « La maltraitance des enfants devrait être acceptable. » Depuis que je suis toute petite, tout ce que je voulais, c'était aider les gens. Ma mère disait que même quand j'étais enfant, je jouais à l'infirmière avec mes poupées.
Puis au fur et à mesure de mon adolescence, j'étais obsédé par Hôpital Général, et je regarderais de façon excessive gommage des épisodes à l'époque où les coffrets DVD existaient. Au cours de mes 2 dernières années de lycée, certains de mes amis se sont retrouvés partagés entre 2 ou 3 options de cours universitaires. Pas moi. Ma réponse était réflexive chaque fois qu'on me demandait « soins infirmiers », je voulais devenir soins infirmiers. Après avoir obtenu mes résultats au SAT, j'ai obtenu toutes les qualifications préalables, j'ai choisi une poignée d'écoles et de programmes et j'ai commencé à postuler. Ensuite, une fois que j'y suis entré, il me suffisait de me maintenir financièrement à flot. Comme je n'avais accès qu'à une aide financière limitée, j'ai dû me trouver un emploi à temps partiel, et après 1 semaine ou 2 à parcourir Craigslist, entre autres, j'ai réussi à trouver un poste vacant presque parfait. Je préfère ne pas modifier l'endroit où j'ai fini par travailler, donc je n'utiliserai pas son vrai nom, mais l'endroit servait en quelque sorte de centre communautaire pour les jeunes adultes ayant des difficultés d'apprentissage. Nous n'avons pas fourni de soins intensifs ou d'urgence aux personnes handicapées physiques, et celles présentant des cas plus complexes ont été orientées vers des centres de soins à temps plein. Mais lorsqu'il s'agissait de personnes trop fonctionnelles pour simplement rester à la maison mais pas assez fonctionnelles pour occuper un emploi, c'était à nous de leur fournir un endroit qu'ils pourraient visiter et qui les nourrirait et les éduquerait. Honnêtement, c'était le genre d'endroit où j'aurais été trop heureux de faire du bénévolat si je n'avais pas été payé. Mais l'horaire flexible à temps partiel le rendait idéal à bien des niveaux. Cela aurait fière allure sur mon CV, et il était logique qu'ils embauchent une personne ayant des aspirations en soins infirmiers, car j'apporterais sans aucun doute le même niveau de soins au centre communautaire. Heureusement, l'équipe de direction du centre communautaire était d'accord avec cette évaluation, et lorsqu'ils m'ont appelé pour me proposer le poste, j'étais tout simplement ravi. Évidemment, mes premiers jours de travail ont été consacrés à me familiariser à la fois avec l'agencement du centre communautaire ainsi qu'avec les différents membres du centre. Certains leur rendèrent visite quotidiennement, du petit matin jusqu'à tard dans l'après-midi, tandis que d'autres s'arrêtaient de temps en temps, peut-être quelques jours par semaine, essentiellement chaque fois que leurs parents avaient besoin de quelqu'un pour les surveiller. Certains membres traînaient simplement, jouaient au billard, regardaient la télévision ou quelque chose du genre, mais d'autres avaient besoin de plus qu'un simple divertissement léger pour rester heureux et occupés. Au début, j'ai été un peu surpris quand j'ai vu un enfant nommé Todd balayer le parking avec un membre de l'équipe soignante. J'étais un peu inquiet qu'il soit obligé de travailler gratuitement, mais j'ai vite réalisé que Todd aimait simplement aider. Cela lui donnait le sentiment d'être utile, comme s'il faisait partie de l'équipe, et cela signifiait énormément pour lui de nous voir sourire et dire des choses comme « Excellent travail, mon pote », et tout ça. Une fois cela compris, j'ai pensé que c'était la chose la plus douce qui soit, et cela a apaisé toutes mes inquiétudes quant à l'aide des membres dans notre travail. L'un des autres membres qui aidait à la gestion quotidienne de l'endroit était un gars que j'appellerais simplement Charlie. Charlie était certainement l'un des gars les plus fonctionnels qui s'arrêtaient au centre, et il ne le faisait que 2 ou 3 fois par semaine, week-end compris. Étant à la fin de la vingtaine, il était un peu plus âgé que certains des autres enfants, qui étaient pour la plupart en âge d'aller du lycée à l'université, mais il avait l'habitude de lui rendre visite beaucoup plus au cours de ses plus jeunes années. Au moment où j'ai obtenu le poste, il aimait passer après le déjeuner pour m'aider là où il le pouvait, et il restait souvent jusqu'à ce que nous fermions avant de marcher, ou parfois de faire du jogging jusqu'à la maison. J'ai été surpris quand j'ai entendu pour la première fois qu'il marchait ou courait environ 5 km vers et depuis le centre à chaque fois qu'il voulait s'y rendre, mais on ne pouvait nier que c'était un bon exercice, comme Charlie lui-même vous le dirait. Et c'est le problème avec Charlie. On pouvait à peine dire qu'il avait des difficultés d'apprentissage. Vous pourriez avoir une conversation tout à fait normale avec lui, et puis, tout d'un coup, il vous poserait une question totalement hors du commun, et vous vous souviendrez de la façon dont il a si bien connu le centre en premier lieu. Par exemple, nous déchargions des palettes d'œufs d'une camionnette, juste pour bavarder, quand il m'a soudainement demandé « Est-ce que tous les œufs proviennent de poules ?» Quand j'ai dit oui, il a répondu « Comment le sais-tu » J'ai dû lui expliquer que je n'étais pas sûr qu'il s'agissait uniquement d'œufs de poule, mais que le magasin fonctionnait selon une sorte de système de confiance, ce qui me permettait de récupérer mon argent pour tout ce qui n'était pas un œuf de poule. Œuf de poule. Charlie parut perplexe pendant une seconde.
puis hocha simplement la tête avant de continuer à décharger les palettes. J'avais l'impression que Charlie ne comprenait toujours pas, mais de petits malentendus comme celui-là étaient des choses avec lesquelles il avait appris à vivre. Tout le monde aimait Charlie. Il l'aimait parce qu'il était serviable, il l'aimait parce qu'il était attentionné, et il l'aimait parce qu'il était l'un des rares membres à pouvoir exprimer à quel point il était reconnaissant envers le centre et son personnel. Sans que ce soit de leur faute, la plupart des membres disaient seulement des choses comme un simple « merci » ou « je vous aime les gars », ce qui était incroyable, et j'appréciais chaque mot gentil que je recevais. Mais Charlie a vraiment pu exprimer ce qu'il ressentait pour nous. Un jour, j'ai vu une collègue se précipiter dans la salle de repos du personnel avant de fondre en larmes parce que Charlie lui avait dit quelque chose comme « Je ne sais pas ce que je ferais sans cet endroit. Parfois, vous avez l'impression de faire partie de ma famille. » Elle n'était pas une personne particulièrement émotive, mais je suppose que ce qu'il avait dit ce jour-là l'avait frappé de plein fouet, et elle ne voulait pas qu'il confonde ses larmes de joie avec ses larmes de tristesse. Charlie était également populaire pour d'autres raisons, dans le sens où il rapportait souvent des choses de chez lui. Parfois, c'était un nouveau plateau de biscuits, parfois un sac de sous-sandwich, et d'autres fois, c'était une toute nouvelle PlayStation pour la salle de jeu ou un radiateur portable lorsque le bureau devenait vraiment froid en hiver. Charlie ne travaillait pas à ma connaissance en tout cas. Alors j'ai pensé qu'il était soit riche de manière indépendante, soit qu'il avait des parents riches qui ne craignaient pas de dépenser quelques centaines de dollars sur un nouveau système de jeu. Et je sais pertinemment que ce radiateur portable n'était pas bon marché parce que Charlie n'a pas pensé à retirer l'étiquette de prix de la boîte avant de nous la donner. Et je peux garantir que les gens auraient toujours aimé Charlie s'il n'avait pas été aussi généreux, mais nous n'avons pas non plus refusé ses cadeaux. Nous étions très sous-financés et sans l'aide de lui ou de sa famille, les choses auraient certainement été beaucoup plus difficiles autour du centre. Mais c'est pour cela que je me suis senti si en conflit quand, après avoir entendu tous ces récits étonnants sur Charlie, j'ai soudainement eu une expérience très négative avec lui. Voyez-vous, un soir nous étions en train de fermer le centre et je terminais un décompte dans notre réserve alimentaire qui avait été interrompue plus tôt dans la journée. Je savais que Charlie était au centre, donc je n'ai pas été surpris lorsqu'il est soudainement entré dans le débarras à l'arrière de la cuisine. Mais ce qui m'a surpris, c'est la question qu'il m'a posée. « As-tu un petit ami ?» J'ai eu des frissons en voyant Charlie verrouiller cette porte, pas seulement parce qu'il nous avait enfermés tous les deux à l'intérieur, mais parce qu'il savait ce qu'il faisait. Je lui ai demandé une troisième fois de me donner mes clés, et pendant ce temps, il les a jetées sur la boîte de dossiers sur une étagère du haut, puis a fait quelques pas vers moi. Je n'arrêtais pas de dire « Ce n'est pas drôle, Charlie, donne-moi mes clés et sors. » Mais il n'écoutait pas. Il a continué à me suivre dans la salle des archives alors que j'essayais, sans succès, de m'éloigner de lui. Il était beaucoup plus gros que moi, beaucoup plus rapide. Il m'a suffi d'essayer de récupérer mes clés et il s'en est pris à moi. Je ne veux même pas dire ce qu'il a essayé de me faire, mais disons simplement que c'est la seule chose que toutes les femmes prient pour que cela ne leur arrive jamais. Mais je ne l'ai pas simplement laissé faire. J'ai riposté, et quand je l'ai fait, il a heureusement arrêté d'essayer. Mais ensuite, au lieu de simplement déverrouiller la porte et d'accepter le rejet, Charlie a commencé à me frapper, à me donner des coups de pied et à me piétiner pendant que je tombais par terre. J'ai essayé de ramper, mais chaque tentative lui permettait de me donner plus facilement des coups de pied à la tête, dans les côtes ou à d'autres endroits plus vulnérables de mon corps. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. J'ai entendu le tintement des clés, je les ai entendus s'enfoncer dans la serrure, puis au moment où je me suis retourné pour regarder, Charlie avait disparu et la porte était grande ouverte. Ce qui s'est passé ensuite, c'est comme si c'était arrivé à une autre personne, ou comme si c'était un rêve que j'avais fait. Je pense qu'une combinaison d'adrénaline, de tous les coups de pied et de coups de poing dans ma tête, et du fait que l'attaque m'avait mis dans une sorte d'état dissociatif. Quand j'y pense, c'est comme si quelqu'un d'autre s'était levé et avait boité jusqu'au téléphone à la réception du centre pour appeler le 911. Je me souviens juste de m'être senti si calme à un moment où je m'attendais à être complètement hystérique, et je sais maintenant que c'était juste une façon de retarder le traumatisme. Un genre de chose, fonctionner maintenant, mais souffrir plus tard. J'étais toujours au téléphone avec 911 lorsque mon collègue est entré dans la zone de réception et m'a remarqué. Évidemment, je savais que j'étais très gravement blessé, mais je ne me voyais pas, tu sais. Alors,
Quand mon collègue m'a regardé et a littéralement halté d'horreur devant tout le sang et les vêtements déchirés, c'est la première fois que j'ai vraiment commencé à vraiment m'inquiéter de la gravité des choses. Finalement, je n'ai pas eu besoin de l'ambulance car mon collègue m'a conduit directement à l'hôpital. Elle était comme mon ange gardien et est restée avec moi pendant mon contrôle, puis m'a reconduit à mon dortoir après avoir parlé à 2 flics qui se sont présentés à l'hôpital. J'étais en désordre lors du trajet de retour vers mon dortoir, et j'ai passé peut-être 5 ou 10 minutes à pleurer sur l'épaule de mon collègue après être arrivé sur le parking. Les infirmières m'avaient plutôt bien nettoyé, mais il y avait un peu de gonflement et j'allais sûrement avoir 1 ou 2 yeux au beurre noir. Mais à part ça, rien n'était cassé. C'était probablement la pire expérience de ma vie jusque-là, mais tout le monde semblait favorable et les flics promettèrent d'enquêter. Mais quand j'y ai repensé, j'ai eu un petit indice que tout n'allait pas bien se passer. Cet indice est venu lorsque mon collègue m'a demandé ce qui s'était passé. Elle m'a demandé la première fois sur le chemin de l'hôpital, et quand je lui ai dit que c'était Charlie qui m'avait attaqué, elle a été choquée mais pas au point d'incrédulité. Je serai le premier à dire que de tous les hommes qui ont visité le centre, Charlie était la dernière personne à laquelle je m'attendais à devenir violent ou à se déchaîner, mais il n'en demeure pas moins que c'était le cas. Mais ensuite, alors que j'étais assis dans sa voiture sur le parking de mon dortoir et que ma collègue m'a demandé une seconde fois ce qui s'était passé dans la salle des archives, je l'ai vue commencer à douter de ma version des événements, ou plutôt pas du tout. Douter de moi dans le sens où elle pensait que je mentais. Elle était tout simplement incapable d'imaginer que Charlie soit capable de quelque chose d'aussi horrible. J'aurais dû me douter qu'elle ne serait pas la seule, et à ce moment-là j'ai tout à fait compris pourquoi elle serait si abasourdie au point d'en être incrédule. C'était une histoire incroyable, mais comme une quantité surprenante d'histoires incroyables, chaque mot était la vérité la plus honnête. Je n'avais aucune idée de la façon dont le doute allait se propager et grandir jusqu'à diviser toute une communauté et me contraindre à quitter un travail que j'avais appris à aimer. La première partie est survenue lorsque j'ai reçu un appel de mon patron, m'informant que j'avais été suspendu sans salaire jusqu'à la fin de l'enquête policière. En gros, Charlie niait catégoriquement tout acte répréhensible, affirmait son ignorance totale et affirmait qu'il n'était même pas au centre le jour où j'ai été attaqué. Grâce aux caméras de sécurité du centre, c'était une affirmation que nous pourrions facilement prouver fausse. Mais les parents de Charlie l'avaient totalement cru sur parole, citant le fait qu'il était rentré chez lui à l'heure exacte comme d'habitude. Je suppose que ce n'est pas totalement pertinent d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait peur à l'époque et qui me fait encore peur. En fait, alors je vais le partager. Charlie est resté bien après la fermeture cet après-midi-là, peut-être 25 à 30 minutes après qu'il ait habituellement commencé à marcher ou à courir chez lui. Cela signifiait que, pour rentrer chez lui à l'heure dite normale, Charlie devait avoir couru les 3 miles jusqu'à chez lui dans une lourde veste, et probablement des crocs, à un rythme prolongé sans s'arrêter. Il n'était pas assez intelligent pour le dissimuler correctement, mais il avait bien essayé, ce qui signifiait qu'il savait que ce qu'il avait fait était une chose terrible. Terrible. La deuxième partie est arrivée lorsque j'ai entendu que Charlie avait admis m'avoir attaqué, mais avait affirmé que c'était après que j'ai essayé de le toucher. Il a affirmé qu'il avait eu peur, qu'il s'était déchaîné, puis qu'il ne se souvenait de rien jusqu'à ce qu'il rentre chez lui paniqué. Mais je sais que ce n'est pas vrai parce que le flic m'a dit que cela contredisait la déclaration initiale faite par les parents de Charlie, qui disait qu'il était arrivé à la maison à l'heure habituelle sans montrer de signes évidents d'énervement. En gros, toutes les preuves prouvaient mon histoire, et cela forçait Charlie à admettre ce qu'il avait fait. Mais tout le monde a complètement cru à son histoire selon laquelle il avait été provoqué d'une manière ou d'une autre, puis avait perdu le contrôle de lui-même. Ne vous méprenez pas. La plupart des gens sympathisaient avec moi et savaient que le comportement de Charlie était mauvais et qu'il fallait y remédier d'une manière ou d'une autre. Mais ils refusaient également d'admettre qu'il était réellement fautif et qu'il représentait un danger pour autrui. Et puis est arrivé le jour où un de mes collègues m'a approché et a essayé de me convaincre d'abandonner les poursuites. En résumé, si je poursuivais les accusations, Charlie serait retiré de la garde de ses parents et placé dans un établissement psychiatrique pour une période de temps indéterminée. Si le psychologue découvrait un problème grave mais qu'il ne répondait pas au traitement qu'il lui donnerait, Charlie pourrait se retrouver coincé dans le système pendant des années. Si j'abandonnais les poursuites, ses parents pourraient lui apporter l'aide dont il avait besoin en privé,
sans avoir à être séparé de lui pendant une période potentiellement très longue. À son avis, et elle a fait allusion au fait que beaucoup d'autres personnes partageaient le même sentiment, la bonne chose à faire serait que j'abandonne les accusations. Et quand je lui ai dit que ça n'arriverait pas, elle m'a traité d'égoïste. J'aimerais dire que j'ai géré la situation avec un peu plus de grâce, mais je ne l'ai pas fait. J'étais furieux, plus que furieux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dû me retirer d'une situation de peur de perdre mon propre sentiment de contrôle. Je n'arrivais pas à croire ce qui était sorti de sa bouche, ce mot en particulier, égoïste. Et cela a fait bouillir mon sang d'une manière que je peux à peine exprimer avec des mots. En y repensant, je savais qu'elle ne voulait pas dire égoïste en pensant à moi à propos de Charlie et de son état. Elle voulait dire égoïste, car si je portais plainte, cela romprait le lien de Charlie avec le centre communautaire, ce qui signifiait plus de cadeaux et, comme je l'ai découvert plus tard, aucune déduction fiscale des contributions financières des parents très riches de Charlie. En fin de compte, Charlie a été jugé inapte à subir son procès, et comme il a admis m'avoir agressé, il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique de l'autre côté de l'État. La seule mise en garde était que, selon ce même flic, Charlie sortirait probablement du système de santé mentale beaucoup plus tôt que je ne serais jamais à l'aise. M'attaquer était la première marque noire sur ce qui avait été un dossier très vierge. Et dans cet esprit, les juges le considéreraient avec beaucoup de bienveillance, ainsi que ses parents si charitables. Une fois l'enquête terminée, ma suspension a été levée et j'ai été invité à retourner travailler au centre communautaire. J'ai refusé l'offre. Il n'était pas question pour moi d'y retourner. Et peut-être que cela semble gâté de ma part parce que tout le monde n'était ni du côté de Charlie ni du côté de Charlie. Ma patronne en particulier était aussi bonne qu'elle ne l'avait jamais été. Je ne pouvais tout simplement pas retourner dans un endroit où l'argent de la famille était plus important que ma sécurité et celle des autres femmes qui y travaillaient. Et encore une fois, cela ne veut pas dire qu'elle ne croyait pas que Charlie s'était déchaîné. Il ne pensait tout simplement pas qu'il avait le courage de recommencer, alors que moi et l'État voyons les choses différemment. Mon Dieu, cela semble si long et décousu à présent. Et je sais qu'il y aura des gens qui écouteront cela et prendront une fois de plus le parti de mon agresseur. Mais je m'en fiche. Cela m'a fait du bien de me vider la poitrine pour la première fois depuis des années. Et l'écrire m'a en fait servi comme une sorte de rappel de la façon dont j'ai fait la bonne chose. J'ai complètement quitté le centre communautaire et je me suis en quelque sorte investi dans mes études, puis j'ai postulé pour des emplois d'infirmière dans presque toutes les autres villes et États que celui dans lequel j'étais à cette époque. Je suppose que d'autres personnes auraient pu suivre le traitement de Charlie juste pour garder un œil sur sa date de sortie, mais au fil du temps, j'ai décidé que je ne voulais tout simplement pas le savoir. Je veux juste continuer ma vie. Je ne veux plus penser à ces choses. Mais je dois aussi accepter que cela n'arrivera jamais. Parfois, j'ai l'impression d'être comme une paire de plaques tectoniques, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement. Vous voyez, de temps en temps, suffisamment de tensions s'accumulent pour qu'il y ait besoin d'une libération. Mais à part ça, je peux passer des années sans payer plus qu'une simple pensée. Je suppose que c'est ce que j'espère que ce message pourra réaliser, et pourquoi je l'ai envoyé. Et je suppose que seul le temps nous le dira.